On va parler donc de Big Data et de la SNCF pendant une demi-heure. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer dans la foulée un peu pourquoi la SNCF s'intéresse à la Big Data? Alors bonjour, je m'appelle donc Sébastien Pialou, je suis le directeur de la Fab Big Data. Et avant de rentrer dans ce que c'est que la Fab Big Data, je crois qu'il y a 3 messages clés que je vais vouloir développer aujourd'hui. C'est pourquoi SNCF parle de Big Data. Le deuxième point, c'est de quelle data on va parler, parce que la data, ça peut être marketing, mais ça peut être aussi industriel. Et le troisième point, c'est comment on fait pour industrialiser ce qu'on peut produire. Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte où aujourd'hui SNCF, c'est 3 millions de voyageurs qui circulent dans 15 000 trains, qui passent par 3 000 gares, dont Oudan. C'est aussi 30 000 km de voies. Et tout ça, ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc on a de forts impératifs. Et la Big Data, pour nous, c'est un enjeu essentiel parce que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de notre production. Et comme on améliore la qualité de la production, derrière, vous avez des gains pour le service au quotidien et nos passagers. Concrètement, quand vous anticipez des pannes de certains composants en gare, sur les trains, sur le réseau ferroviaire, eh bien vous pouvez arriver avant que la panne arrive, par définition. Et quand vous faites ça, vous êtes dans la maintenance prédictive. Et nous, c'est vraiment cet enjeu-là qu'on veut porter. On veut aller vite là-dessus parce que si on améliore notre performance en matière de sécurité, de qualité de service et aussi économique, tous ces gains-là vont être restitués à nos clients. Bon, alors de quelle data parle-t-on? Donc tu as un peu dévoilé, tu as un peu pré-répondu à la question. Alors, sur la donnée, historiquement, quand on parle de Big Data, on parle de Big Data marketing. Et du coup, le groupe SNCF, à partir de 2012, s'est intéressé à la donnée qui était extraite de ses sites web et a commencé à faire de la Big Data dessus. Et puis on s'est rendu compte progressivement qu'on avait vraiment un patrimoine de données fantastique à explorer. Et aujourd'hui, on parle de Big Data industrielle. La Big Data industrielle, ce sera les données sur les réseaux ferroviaires. Ce sera des données sur les trains qui sont de plus en plus connectés. Quand vous prenez les dernières batteries qui sont arrivées sur les différents réseaux, ça s'appelle le Régiolis par exemple, cette gamme de trains, elle est bardée de capteurs. Et donc notre enjeu, c'est d'exploiter toute cette donnée industrielle. C'est récent. Quand on a regardé un peu autour de nous, il y avait encore peu d'entreprises en France qui s'étaient lancées de manière, au-delà du prototype, de manière aussi industrielle là-dessus. Donc on parle vraiment d'une donnée récente, industrielle, qui concerne quasiment tous les métiers de SNCF, y compris des métiers soft, comme par exemple des achats, des choses comme ça. Toi, t'es arrivé quand à la SNCF, du coup, sur ce projet-là? Moi, je suis arrivé en février 2015 et on a commencé à monter le pôle Big Data à partir de juillet 2015. Et aujourd'hui, en termes de, pour que les gens se rendent compte un peu de la taille que ça fait, donc ça a à peine 2 ans d'existence. Aujourd'hui, en fait, on a une 50aine de personnes. On est réunis dans ce qu'on appelle un FAB. Au moment où j'arrive en fait, chez SNCF a déjà entamé sa deuxième mutation dans le digital. La première, c'était la création de Voyager SNCF au début des années 2000. Et ils abordent leur deuxième mutation en disant le digital doit arriver pour tous et partout. Et du coup, ils se disent, bon, pour avoir cette ambition-là, il faut des centres d'expertise. Et dans ces centres d'expertise-là, vous en avez plusieurs sur des thèmes comme l'IoT, l'Internet des objets, sur la transformation agile des métiers, sur l'open innovation, comment on interagit avec notre écosystème, sur le design, et puis sur la donnée qui est la Fab Big Data. Et donc, moi, j'ai monté un de ces centres d'expertise-là, et aujourd'hui, on a une 50aine de personnes. Vous avez une grosse vingtaine de personnes qui sont des informaticiens, des développeurs. Vous en avez une grosse dizaine qui sont des data scientists. Et le reste vont être des chefs de projet qui vont faire le lien entre l'offre Big Data d'un côté qu'on peut construire, l'offre technologique, l'offre scientifique, et de l'autre côté, les besoins des métiers et de l'IT de SNCF. Alors avant qu'on parle du comment, je vais juste revenir sur... Parce que tu as bien expliqué qu'aujourd'hui on parle de Big Data
industrielle, mais qu'au sein de la SNCF, il y avait de la big data marketing qui finalement existait avant. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que vous avez réussi à, on va dire, à récupérer, à avoir des synergies par rapport à toute cette expérience qui existait avant sur la big data marketing? Alors on a capitalisé en fait sur ce qui a été fait, puis on a capitalisé d'abord au niveau des équipes et au niveau des process. Si je reprends l'histoire de la big data telle que nous on la voit, le big data, ça naît au début des années 2000, quelque part avec Google et Yahoo, qui font face à une explosion des requêtes et qui disent bon ben voilà, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de garder ma qualité de service par rapport à mes clients. Mais quand on dit ça, on a un produit big data qui est conçu par des informaticiens, pour des informaticiens finalement. L'utilisateur final ne voit pas cette performance-là. Et sur un système qui est jeune, puisqu'il est conçu au même moment où on commence à inventer la big data. Puis après, on est passé dans le domaine progressivement de l'e-commerce, du marketing. C'est là où VSC a commencé à s'y intéresser. VSC, c'est voyagesSNCF.com, pour les logs du site internet, pour arriver à mieux évaluer l'activité. Et en fait, ils avaient des équipes qui avaient monté un cluster Hortonworks pour les personnes qui sont intéressées par la technique. Et ces personnes-là avaient déjà avaient l'habitude de monter ces facilités. Et du coup, on a pris cette équipe-là pour dire, ben voilà, on va maintenant entrer dans une autre dimension industrielle. Ce sera plus mono-usage, ça doit être multi-usage. Donc vous avez ce qu'on appelle, en termes techniques, des clusters multi-tenants. Et pour eux, ça a été, on est parti de cette base-là, qui était essentielle, mais ils ont aussi appris, comme nous, en marchant. Donc l'équipe d'IT qu'on a pris se base sur notre expérience marketing, mais on est allé à la découverte de ce nouveau monde qui s'offrait à nous. Alors maintenant, parlons des cas concrets. Enfin, concrètement, la big data à la SNCF, quels sont les cas donne-nous un peu quelques applications qui sont expérimentées aujourd'hui et industrialisées, en cours d'industrialisation. Alors sur les cas d'application, je m'appuie sur en général les 4 dimensions de la donnée, 4 usages de la donnée. La donnée, quand vous cherchez dans la littérature, elle sert majoritairement à 4 points. Premièrement, c'est savoir ce qui s'est passé. Deuxièmement, c'est comprendre pourquoi ça s'est passé. Troisièmement, c'est prédire ce qui pourrait se passer. Et quatrièmement, c'est prescrire ce que vous pourriez faire en fonction. Sur savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a, notamment en lien avec l'IoT, tout un projet de coupon connecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le coupon connecté? Quand, pendant l'été, vous avez certaines zones sur le territoire pour lesquelles vous avez une température qui augmente. Donc la température du rail augmente parce qu'il y a beaucoup de soleil. Au-delà d'un certain seuil, au-delà de 45 degrés, vous êtes obligé de réduire la vitesse. Ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que vous aviez des tournées manuelles. Et là, on a mis des capteurs en fait, sur les rails. On en a mis 500 déjà, et c'est en phase d'industrialisation, pour avoir des relevés de cette température du rail et nous permettre déjà de diminuer le nombre de rondes, mais surtout de réduire la vitesse que sur des portions finies de notre réseau ferroviaire, pour diminuer ces vitesses. Et si on diminue ces zones, le nombre de zones pour lesquelles vous avez une diminution de vitesse, c'est des minutes de retard en moins. Donc ça, c'est une première chose de concret. Donc savoir ce qui est, savoir en l'occurrence quand est-ce que la température excédait 45 degrés. La minute de retard, parce que tu m'as parlé d'un autre cas d'usage tout à l'heure, et j'ai l'impression que la minute de retard, c'est un peu on va dire l'indicateur central pour toi qu'il faut faire baisser. Non, c'est un des indicateurs, parce que c'est l'indicateur qui parle au client. Et tout ce qu'on fait, on a toujours en tête que ça doit être mesurable, et on doit être plusieurs types d'indicateurs. Vous avez aussi la rentabilité de certains types d'investissements. Vous avez aussi, surtout d'ailleurs, on a certains projets en ce moment, c'est la diminution des accidents. Donc comment vous allez pouvoir agir en préventif pour avoir moins d'accidents qui surviendraient. Et du coup, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on doit garder un contact avec notre utilisateur final. C'est un motto, c'est faire de la technologie pour quelque chose, pas pour de la technologie pour de la techno. C'est vraiment pour un usage. Donc là-dessus,
c'est vrai qu'on a parlé d'autres projets où l'indicateur était de se dire comment on va diminuer le nombre d'incidents et donc au final le nombre de minutes de retard pour les personnes qui viennent. Donc aujourd'hui, ce projet, donc tu disais, il y a 500 capteurs qui sont déployés sur les voies et qui vont et progressivement, le nombre de capteurs va augmenter. Donc ça, c'est un exemple de l'usage pour savoir. Après, vous avez un usage pour comprendre. Quand à l'automne, souvent, on a des problèmes avec les feuilles mortes, parce que en fait, les trains commencent à patiner. Et pourquoi c'est embêtant quand un train patine, c'est que quand un train patine, il glisse sur le rail, et quand il glisse, vous avez la roue qui devient carrée. Donc on a le phénomène des roues carrées. L'enjeu pour nous, c'était d'arriver à comprendre pourquoi pendant l'automne, on pouvait avoir ce phénomène-là. Est-ce que c'était uniquement dû aux feuilles mortes ? Et en fait, on s'est rendu compte que ce problème-là, il avait plein de facteurs explicatifs. Et que c'est toujours un projet qui est en cours et qui a des implications directes pour nous. Et l'avancée du Big Data là-dedans, ça a été déjà de réunir toutes les données de plusieurs divisions, de plusieurs grandes entités au sein de SNCF. Et donc en croisant ces différentes données, on s'est rendu compte que vous avez des facteurs comme la déclivité des voies, vous avez le taux d'humidité, vous avez aussi la présence quelquefois de feuilles mortes, vous avez le système anti-patinage des matériels en l'occurrens également qui joue. Et en fait, à l'automne, apparemment, vous dépassez un certain seuil, et quand vous dépassez un certain seuil, les roues commencent à patiner. Et derrière, le fait de bien comprendre ce phénomène-là de perte d'adhérence va nous permettre de mieux calibrer nos moyens en termes de nettoyage des voies, parce que si vous nettoyez vos voies avec un certain type d'intervalle, vous pouvez arriver à faire baisser ce seuil de perte d'adhérence. La vitesse aussi, le type de matériel que vous allez utiliser. Donc tout ça doit nous permettre d'améliorer notre performance industrielle pour l'automne 2017. Et donc une fois qu'on a compris, on va vers de la prédiction. Je vous avais parlé tout à l'heure de maintenance prédictive. On s'est lancé sur la maintenance prédictive du matériel, savoir quand est-ce que nous allions avoir des défaillances au niveau des fonctions portes sur un type de train. Alors pourquoi la fonction porte ? Parce que c'est une des causes qui va provoquer le plus souvent l'arrêt des trains. Et donc on s'est lancé sur cette entreprise d'arriver à essayer de savoir à partir de quel moment il était raisonnable d'arrêter le train parce qu'on pense qu'une panne va arriver pour l'envoyer en maintenance. Et puis après, il y aura la prescription. On n'y est pas encore parce que c'est un stade quand même assez avancé où, je prendrai un exemple, vous avez des moyens qui sont finis. Quand vous traitez la végétation aujourd'hui, SNCF dépense 100 millions d'euros chaque année pour traiter une partie seulement de ces 30 000 km de voies. Et la question, là, va être d'arriver à savoir où est-ce que sont les problèmes les plus critiques et du coup d'arbitrer, d'avoir un outil d'aide à l'arbitrage pour nous dire, voilà, nos moyens, on va les mettre en priorité sur cette zone-là par rapport à d'autres parce qu'on pense que c'est là où on aura le plus d'impact sur notre production industrielle. En termes de techno, donc, vous faites de la big data, mais il y a du machine learning, du deep learning que vous faites en plus. Alors, les algorithmes qu'on utilise, effectivement, il y a eu dans les différentes use cases qu'on a pu avoir, dans le use case de data science, on a eu, en termes de machine learning, vous avez du Bayésien naïf, vous avez des random forest, et effectivement, les réseaux de neurones sont employés dans le cadre de tout ce qui est le NLP. Ça concerne tout ce qui est arriver à tout ce qui concerne le texte et arriver à faire de la reconnaissance contextuelle. Quand on a des commentaires, arriver à se dire quand quelqu'un dit il y a un arbre qui est tombé sur la voie, on extrait l'information et on dit voilà, ça c'est un incident qui est lié à la végétation et catégorisé en arbre. Donc pour ça, vous avez besoin on utilise quelques réseaux de neurones et aussi des choses qui ont été développées, par exemple par Google, des algos notamment. Alors tu m'expliquais que aujourd'hui, donc ces projets-là, finalement, tu les testes à petite échelle, mais tu essaies de faire en sorte que tout de suite ce soit scalable et que ça puisse être déployé sur l'ensemble du réseau, enfin en tout cas plus grande échelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors la scalabilité, pour nous, c'est un des points clés d'une transformation digitale réussie.
Dans chaque projet qu'on a, pour le rappeler, hein, il y a mettre l'utilisateur au centre, être agile. Et pour nous, l'agilité, c'est non seulement la co-construction, mais c'est aussi try fast, fail fast. Vous avez la mesure de ce qu'on peut faire. Vous avez l'ouverture, il faut regarder ce qui se passe, et vous avez donc la scalabilité. La scalabilité, c'est important parce que ce qu'on a noté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la big data en se disant, a priori, ça va être facile. Et ça va être facile, pourquoi? Parce qu'ils mettent leurs données dans le cloud, sur un jeu de données, sur une extraction, sur un périmètre réduit. Ils font la preuve du concept. Ils arrivent à dégager de la valeur. Et puis après, l'étape d'après, quand on va industrialiser, ça pose problème. Il y a tout qui se grippe. Donc, le message qu'on passe à nos équipes, c'est penser scalable dès le début. Donc, un exemple concret, quand on a travaillé sur la maintenance prédictive de la végétation, c'est-à-dire essayer d'arriver à anticiper quand est-ce qu'on aurait des problèmes de chute d'arbres, d'incendies aux abords des voies, de traversées d'animaux, on est parti d'une ligne en particulier pour pouvoir tester ce qu'on faisait avec des opérationnels, qui était la ligne Lyon-Dijon. Mais quand on a fait le modèle, en fait, on a pris les données France entière sur les 5 dernières années. Et ce réflexe-là, déjà, nous a permis d'avoir un meilleur modèle, parce que dans tout ce qui est machine learning et deep learning, plus vous avez de données, plus votre modèle sera efficace. Mais aussi, une fois que nous aurons terminé ce projet, et une fois qu'on aura travaillé les usages avec les opérationnels, à ce moment-là, le coût pour élargir et pour industrialiser à l'échelle de la France sera très faible. Il n'y aura pas d'obstacle technologique. Et ça, c'est très important pour nous de penser notre système comme scalable dès le début. Et tu me disais qu'en termes d'interface aussi, vous travaillez avec les fonctions métiers directement sur la façon de leur restituer finalement la data. Tout à fait. Alors, pour nous, la big data doit être juste un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Du coup, vous avez les métiers, vous avez aussi l'IT. C'est-à-dire que vous avez deux interlocuteurs majeurs. L'IT, pourquoi? Parce que c'est de ces systèmes que vous allez pouvoir extraire les données et un certain nombre de connaissances sur l'état de cette donnée. Et en aval, parce que vous allez devoir implémenter ces différents algorithmes. Ces algorithmes, ils doivent servir, ils doivent aussi signifier quelque chose, parce que sinon vous pouvez faire des erreurs d'interprétation. Donc, ce qu'on fait avec les métiers, c'est qu'on les inclut dès le début, à la fois pour bien cerner leurs besoins et réajuster si besoin par rapport à notre projet initial. Et après, on les accompagne et on les questionne sur, bon, maintenant qu'on a un modèle qui est satisfaisant, comment vous allez l'incorporer dans vos process au quotidien? Qu'est-ce que ça va changer pour votre planification de travaux, afin que, quand on déploie ce projet-là, on n'ait pas seulement le modèle qui soit prêt avec une carte ergonomique, mais on ait aussi le mode d'emploi pour dire, ben voilà, voici les nouvelles manières de travailler qu'on préconise grâce à un travail avec vos pairs. Il n'y a que ça, il y a que la validation de l'utilisateur final qui fera office d'ambassadeur auprès de nos les différentes parties avec lesquelles on interagit. En revanche, le déploiement, donc tu disais, pas chez toi. Enfin, c'est d'autres personnes qui s'occupent après de le déployer à grande échelle. Alors le déploiement des algos, en fait, si, c'est-à-dire que ça, on le gère et c'est sur la plateforme qu'on gère. En revanche, un déploiement, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a le fait que vous devez alimenter votre plateforme au continu, et pour ce faire, vous devez être vraiment connecté avec les SI qui ont ces données-là et pouvoir réinjecter vos algos dans ce SI. Quand je parlais de maintenance prédictive de la végétation, on réinjecte ce qu'on a trouvé dans une carte, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, ici, il y a un fort risque qu'il y ait des chutes d'arbres dans la prochaine année. Et là, on se plug finalement dans les outils habituels de nos métiers. Donc, interaction avec les SI et puis interaction avec les métiers, parce que c'est les métiers qui vont utiliser ce qu'on va faire. Nous, on ne sera qu'un fournisseur de moyens à améliorer. J'imagine que tu as une énorme roadmap et plein de chantiers que tu pourrais ouvrir dans les prochains mois. Est-ce qu'il y en a que tu peux, histoire de nous faire rêver un peu sur les cas d'usage, dont tu peux nous parler?
Alors, il y a un use case qui a déjà été mis en production et qui sort demain au niveau du grand public. C'est tout ce qui concerne l'application SNCF. Et si vous acceptez de partager vos données de géolocalisation avec SNCF, dans le cadre de cette application, en échange, on va essayer d'essayer de vous faciliter l'usage de cette application, d'éviter que vous rentriez tiens, je souhaite aller rentrer à mon domicile. On va essayer d'anticiper quels seraient les lieux usuels que vous pourrez prendre. Et ça, toujours, j'insiste là-dessus, c'est fait avec l'accord de l'utilisateur. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de collaboration avec les startups? Parce que finalement, ce travail-là, bon, il y a toute une partie qui est faite en interne, mais vous utilisez aussi des technologies existantes. Comment ça se passe aujourd'hui, la collaboration avec les startups? Est-ce que tu as plutôt tendance à essayer de voir qui propose des technos dont tu pourras avoir besoin, tout en partant de l'usage en premier? Pour nous, la collaboration avec les startups va se passer à plusieurs niveaux. D'abord en amont. On doit se poser la question s'il est plus judicieux de développer nous-mêmes ou d'avoir recours à un partenariat avec une startup. Je prends un exemple. Quand vous voulez faire de l'analyse d'images embarquées, vous pouvez développer l'algo de réseau de neurones. Après, vous allez avoir toute une réflexion sur comment je vais coder cet algo sur votre support en question, pour éviter de déporter le calcul. Ça, j'ai tendance à croire qu'il serait assez utile d'avoir recours à une collaboration. Ensuite, on a de la co-construction avec des startups. On s'est beaucoup appuyé sur, par exemple, Quantmetry au tout début, quand il s'est agi de lancer notre équipe de data science. Moi, quand je suis arrivé là-dessus, je venais du monde du marketing digital. J'avais quelques notions de big data marketing en l'occurrence, mais interagir avec un public de data scientists, je ne connaissais pas trop. Donc la posture qu'on a eue, c'est finalement, au début, commençons avec des partenaires, faisons-les grandir avec nous, parce que pour eux, avoir un terrain de jeu comme SNCF, c'est aussi quelque chose qui va leur permettre de développer soit leurs produits, soit leur référence industrielle. Et au bout d'un moment, et ça s'était dit dès le début, l'idée était de monter notre propre équipe de data scientists sur la base de ce qu'on aurait appris de ce public-là, quels étaient le type de profil qu'on devait recruter, comment les garder motivés et tout ça. Et après, donc, je pense qu'il y a vraiment ces différentes formes de collaboration, soit les faire venir en amont, soit grandir avec nous. Maintenant, ce qu'on va chercher comme partenaire aujourd'hui, c'est des startups qui vont penser industrialisation. Pas uniquement produits innovants, mais qui vont vouloir aller avec nous vers cette industrialisation, vers ce que ça exige en termes de robustesse et quelquefois de se restreindre sur la phase innovante pour se dire, moi, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui est robuste et ce qui est scalable. Du coup, ça réduit potentiellement un peu le nombre de startups avec lesquelles... Alors, c'est là où l'intérêt d'avoir une fab Open Inno. C'est-à-dire que le rôle de la fab Open Innovation au sein du digital, c'est aussi de nous dire, de travailler avec les startups sur comment on va pouvoir avancer ensemble, quelle startup prendre. Aussi pour les startups, l'avantage, c'est que c'est comment je simplifie ma relation avec SNCF, comment j'ai tout simplement des procédures d'achat. C'est critique, c'est basique, mais c'est critique, qui sont simplifiées. Donc là-dessus, on interagit avec les autres composantes du digital pour nous permettre d'avoir une relation un peu plus fluide. Et il y a une autre fab où finalement tu es assez proche, c'est la fab IoT, oui, sur les capteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc la fab IoT, elle a pour enjeu de pouvoir permettre à SNCF d'industrialiser l'usage de tous ces capteurs. Les enjeux de l'Internet des objets, c'est d'avoir des capteurs performants et qui sont déployés qui sont sécurisés et qui consomment peu d'énergie. Deuxièmement, c'est des réseaux pour faire transiter l'information vers, troisièmement, une plateforme. Donc la fab IoT, ces réseaux et cette plateforme en lien avec les métiers. Parce que là, on est très proche de la problématique industrielle et là, il y a un vrai enjeu que nos métiers
quand ils industrialisent la pose de capteurs par eux-mêmes. Et qu'ils respectent des normes pour qu'on puisse arriver à une cohérence. Mais autant la Fab IoT va être beaucoup dans le prototypage au début, aider à comprendre l'usage, et à un moment, on va devoir laisser un petit peu la bride au métier pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils déploient ces nouveaux instruments dont ils auront besoin. Et aujourd'hui, on en est où, en gros, par rapport... Enfin, je ne sais pas si tu peux dévoiler ce genre de choses, mais c'est combien de capteurs aujourd'hui qui existent déjà ou qui sont mis en production par rapport à quel potentiel à terme? Alors, je crois que pour l'instant, on a 6000 capteurs où c'est en train d'augmenter. Là, je n'ai pas les derniers chiffres. Là, malheureusement, c'est un ordre de grandeur à peu près. Et il y a un déploiement qui va s'accélérer grandement au cours en 2017, 2018, 2019, parce que l'ambition, c'est de réaliser 100 millions d'euros de productivité à l'horizon 2020 grâce aux capteurs. Donc il y a une véritable volonté d'aller très vite sur ce sujet-là. Pardon ? Grâce aux capteurs, mais surtout au traitement de data qui en sera fait. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir déployé les capteurs avant. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que dans le public, vous avez une question ? Pas de question ? C'était très clair donc ? Bon, j'imagine que tout le monde va reprendre le train en se disant bon, maintenant je vois les choses différemment. Je sais qu'il y a de la data derrière, je sais que, surtout, vous avez bien compris que ça va énormément changer d'ici très très peu de temps. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette session ? Pour conclure, pour moi, l'important, c'est que les personnes retiennent que la big data dans le domaine de l'industrie, ça ne fait que commencer, que le champ d'application est très vaste, et que nous, on accueille à bras ouverts les gens qui voudront nous aider dans cette aventure avec cette dimension sympathique d'une forme de conquête de l'Ouest. Ouais. Donc, tu recherches des data scientists, s'il y en a, qui viennent te voir. On ouvre nos bras aux data scientists et aussi aux développeurs IT, parce que la partie IT est importante dans ce qu'on fait et que les compétences en matière de big data sont rares. Bon, merci Sébastien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup, merci beaucoup.